Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Un monde à portée de main de Maëlys de Kerangal. Un livre assez fascinant sur le monde de la peinture, mais d'une peinture qui n'est pas tout à fait un art, et qui l'est quand même. C'est peindre les décors. C'est la matérialité des couleurs, des textures qui est mise en avant dans ce livre-là qui raconte la rencontre de plusieurs personnages dans une école de peinture appliquée, dans une école où l'on n'apprend pas à devenir des artistes, mais des artisans de la peinture. Et on suit le personnage principal qui s'appelle Paula Karst, qui fréquente cette école, qui se lie d'amitié, voire plus, avec ses camarades, et qui découvre la profondeur du monde de la peinture, profondeur temporelle surtout. La matière, la couleur, comme dialogue avec le passé, et le passé le plus lointain. Tout commence par les trois personnages principaux qui se revoient après des années où on est un peu perdu au début, parce qu'on ne connaît pas encore les personnages, Jonas, Kate et Paula. Puis on nous raconte la vie de cette école d'art où Paula apprend à regarder et apprend à travailler extrêmement dur pour rendre avec précision les formes, les couleurs, les textures. Et ce qui est fascinant dans le livre, c'est que le texte, par la langue, parvient à rendre les formes, les couleurs, les textures. Il y a une texture de la langue qui est à la fois précise et poétique dans ce livre-là, dont j'ai envie de lire un premier passage du moment d'apprentissage de Paula dans cette école, où, comme travail, les élèves doivent dessiner un panneau avec une certaine couleur. La couleur qu'elle choisit, c'est la couleur des tortues, la couleur écaille de tortue, précisément. Elle prépare sa palette. Une part de noir impérial et une part de terre de Cassel que le pinceau incorpore par petites touches à mesure qu'elle accomplit la coalescence des images. Elle appelle lentement les deux tortues géantes pêchées le long des côtes de Bornéo vers 1521 et dont les chairs seules pesaient 26 et 44 livres. Paula a compulsé la chronique de Pigafetta, lu le récit de la traversée du Pacifique, l'angoisse de l'océan, les jours qui s'accumulent, l'eau et les vivres qui manquent, les souris qui se vendent 30 ducats, les rats qui pissent sur le biscuit, le cuir et les copeaux de bois bouillis en guise de soupe, le scorbut et le beriberi,
les premiers contacts avec les autochtones, les ambassades méfiantes et les salam-alek, les perles des rois indigènes, grosses comme des œufs de poule, les embuscades, Saguet contre Arquebuse, Magellan tué par une flèche empoisonnée dans la baie de Mactan. Elle invite une marqueterie en écailles de tortue travaillée sur feuilles d'or au fond d'un atelier de la rue de Reims par André-Charles Boulle, une pièce d'une virtuosité si grande que Louis se raidit en la regardant, haussa un sourcil, une telle insolence, et nomma l'artisan ébéniste royal afin de se réserver sa production entière. Elle convoque le berceau d'Henri IV, le couffin de légende façonné dans la carapace brune et vernissée d'une tortue de mer, où elle visualise sans peine le nourrisson royal, la collerette plissée sous le double menton et les paupières closes aux longs cils. Enfin, elle synchronise le tout avec cette paire de lunettes dans la vitrine de l'opticien de la rue de Paradis. Article dont il avait justifié le prix exorbitant en rappelant à Paula que l'écaille naturelle possédait une qualité extraordinaire, l'autogreffe. Elle est indestructible, éternelle. Cette fascination pour ce qui dure, l'écaille de tortue, indestructible et éternelle, et tout ce que cette couleur, cette texture, ce que va peindre Paula, l'histoire, les histoires, les récits, les légendes, et le monde entier, Magellan, qui fait le tour du monde, qui ne le fait en fait pas, puisque, comme c'est rappelé ici, il se fait tuer. Et puis, trouver par cette histoire, par ce que ces mots, écailles de tortue, et cette texture, cette couleur, cette forme, tout ce que ça réveille, et pour le simple petit geste de peindre le panneau, qui est un devoir scolaire au fond, tout ce que ça charrie. Voilà un premier passage que je voulais lire, cette découverte de la profondeur de la peinture, même si c'est une peinture faite pour tricher. Ce que vont faire les élèves de cette école de la rue du métal, c'est des décors de théâtre ou de cinéma la plupart du temps, du faux, qui imite le vrai. Il ne s'agit pas de créer, il s'agit de retrouver artificiellement ce qui existe ailleurs, ce qui existait, ce qui a été fait il y a longtemps. Et dans la suite de sa carrière, Paula va au départ pas mal galérer, des petits boulots qu'elle fait en Italie, peindre des fresques dans des restaurants, des choses qui finalement n'ont pas beaucoup de valeur, mais où elle apprend le métier. Et puis petit à petit, en Italie, elle va se retrouver dans des endroits plus importants. Et notamment, elle va participer à l'élaboration des décors d'un film à Cinecittà, le lieu mythique où ont été tournés les grands films de Fellini et les grands films italiens, mais à une époque où Cinecittà, ça n'est plus que ce que c'était. Mais Paula y rencontre un homme, le charlatan, qui l'emmène dans les labyrinthes de ces films et de ces décors du passé qui se mélangent et qui
s'effondre dans des ruines, mais des fausses ruines. Et ces ruines, ces décors qui tombent en désuétude, qui disparaissent, qui petit à petit n'évoquent peut-être plus grand-chose, sont encore plus fascinants la nuit. C'est l'intérieur de la nuit. Paula a sorti son portable pour éclairer ses pas, a songé que les vigiles de la sécurité n'allaient pas tarder à commencer leur ronde, à braquer dans la pénombre des torches autrement plus puissantes que son téléphone, des lampes dont les faisceaux à longue portée touchent aussi les angles morts du décor. C'est maintenant l'artère d'un quartier populeux de Rome, une rue malfamée que bordent des maisons basses, des échoppes d'artisans, des ateliers. Quelques grilles cadenassées ferment des passages où traînent les débris des tournages antérieurs, fragments de chapiteaux sculptés, amphores, roues et charrois, essieux qui rouillent, quelques statues de plâtre, et tout un fatras de planches et de pierres, de pistons et de pieux. Des objets qui transitaient d'une fiction à l'autre, remaniés. Une rue qui ressemble dans la nuit à un site de fouilles archéologiques, ou du moins à l'idée que Paula s'en fait. Alors elle s'écarte de la chaussée, promenant la lueur du téléphone sur les décombres, scrutant le sol, comme si elle pensait glaner là quelques trésors, une tesselle de verre, un bout de terre cuite, une pièce d'or. Ce sont les fausses ruines de vraies ruines. Les vraies ruines de fausses ruines. Paula avance comme prise dans la porte-tambour d'un palace, et dans ce tournoiement, un cercle d'images dont elle est l'axe de rotation déroule sa bobine, un ruban continu, mixage de portes et d'échafaudages, de gravats de villes et de charpies de chambres, de grues, de cheminées géantes, de falaises mortelles et de rivages semés de cadavres, de campagnes cabossées, un paysage volcanique et calciné où rien ne peut plus se redresser. Puis la porte-tambour ralentit son mouvement, le tourbillon desserre son étreinte, et Paula se casse en deux pour souffler, main sur les hanches, une coureuse qui crache au bout de la piste cendrée. Elle s'adosse contre une colonne. C'est la fin, pense-t-elle. C'est la fin du parcours, la fin du grand cinéma. Le froid de la nuit commence à peser sur ses épaules, et dans la lueur du téléphone, des mousses apparaissent, des mousses répandues en formes aléatoires à l'endroit où elle croyait marcher sur un sol défoncé, sur des plaques de suie, des mousses immiscées entre les pavés, glissées dans les anfractuosités des murets, poussées dans les interstices des planches, une résille végétale de plus en plus étendue à mesure que Paula, fascinée, l'attise de sa lampe, une pellicule tissée au ras du sol, dense, souple, semblable au pelage d'un animal, des mousses qui survivent. Seuls les lieux restent à la fin de tout. C'est ce qu'elle se dit au bord des larmes. Seuls les lieux continuent, comme ruines, comme mousse, ils persévèrent. Une bâche qui claque sur une barre de métal, des chambres vides derrière un échafaudage, une dalle de béton que fondillent les herbes. Ses chaussures sont boueuses et ses yeux sont usés. Les lieux qui restent, seuls les lieux, les ruines de ruines, les fausses ou les vraies ruines, on ne sait pas, mais seuls restent les lieux. Les hommes, les femmes s'effacent, mais les lieux restent. Et ce sont ces lieux qui restent, ces traces que parcourt le personnage de Paula et que parcourent les autres personnages, même si les autres personnages vont et viennent, ne sont pas toujours là. Et que, au fond, ça se termine dans la solitude pour notre personnage, malgré ce qui se passe entre elles et
Jonas, que je ne vais pas révéler. À la fin, le dernier chapitre ou la dernière partie, c'est dans le rayonnement fossile, où Paula se trouve dans le chantier de Lascaux. Lascaux 3 ou 4. Lascaux, la chapelle Sixtine de la préhistoire. Mais cette grotte où nous restent des traces fascinantes du passé le plus ancien de l'histoire de l'art, on ne peut plus la visiter. Lascaux, ce qu'on visite aujourd'hui, ce que j'ai visité moi-même il y a quelques années, c'est une reproduction qui se veut fidèle, qui utilise les techniques des peintres d'il y a si longtemps et qui est donc un décor de théâtre aussi, mais qui renvoie à l'ensemble de notre passé, aux temps les plus immémoriaux, à ces lieux qui restent, même s'ils disparaissent de la vue pendant longtemps. Et ce miracle de la conservation de Lascaux et sa redécouverte en plein milieu de la guerre, ça a été redécouvert, on fait un petit résumé de l'histoire de Lascaux en 1943, donc dans les heures les plus sombres, tout d'un coup cette illumination, cette fascination. Et le temps qui revient, c'est le titre d'une autre partie, de la partie précédente, mais qui pourrait finalement être aussi le titre de la dernière partie, le temps revient. Cette alliance du lieu et du temps à travers la peinture, à travers le décor, à travers l'art, dans ce qu'il a d'éternel comme l'écaille de tortue. Et la fin, est-ce que ça se fait de lire la fin d'un livre ? J'ai envie de vous lire la fin de ce livre-là. Alors, si vous préférez garder un peu la surprise, je vous dis au revoir, mais quand même, Paula, dans un hangar, redessinant Lascaux. Dans le silence du hangar, à l'heure de midi, Paula, seule, observe les images du cerf noir qu'elle s'apprête à peindre, puis elle ceinture son tablier. Devant elle, le panneau, la paroi dont elle se rapproche jusqu'à entendre sa respiration. Plus elle la regarde de près, plus se révèle la profusion complexe de ses formes, l'infiniment petit de son grain répercutant en écho un espace sans limite. Elle a mis en route le rétroprojecteur et pris des repères sur le voile de pierre pour ajuster avec exactitude une première image issue du relevé numérique 3D et projette l'animal qui soudain s'impose à ses yeux, si réel qu'elle sursaute. Il est là, élégant et graphique. Il semble prendre appui sur l'une de ses pattes avant, recule la tête, les bois noirs allongés, leurs extrémités étoilées pareilles à des hélices tourbillonnantes, à des réflecteurs paraboliques, le voile rouge diffus autour du naseau suggérant la chaleur de son souffle, mais aussi un son, un brame de présence court et rauque, ou bien un brame de triomphe, de défi. Paula fixe son œil, la tache noire de l'iris habilement cernée d'une réserve blanche, aussi blanche que la vallée
qu'elle a remonté à pied le matin même, partie du camp à l'aube avec d'autres comme elle, admises parmi eux pour la première fois. Un jour qu'elle attendait depuis longtemps. Elle a roulé son matériel dans un étui de peau, le blizzard soulève la neige récente déposée au sol en couches poudreuses, la visibilité est réduite, elle marche vite bien que ses fourrures pèsent, elle ne veut pas se laisser distancer, elle a peur du rhinocéros laineux que l'hiver affame, les autres se déplacent en silence, armés, ils savent où ils vont, escaladent l'éboulis de blocs au pied de la colline, gravissent son versant escarpé et gagnent une ouverture où les plus forts et les plus habiles entrent en tête et inspectent la salle, les autres suivent, on installe l'atelier. D'abord un feu, et peut-être que des peintures antérieures apparaissent, des échafaudages. Quelques-uns déballent les pierres creuses et les tresses végétales, genévrier, lichen, apportés en guise de brûloir et de mèches. D'autres les collectent, les fabriquent sur place. Les pierres sont garnies de graisse. On allume, on s'éclaire, on se disperse. Elle est impressionnée, elle a chaud. On la conduit devant une paroi blanche couverte de calcite. C'est là que tu vas peindre. Elle opine du chef, s'agenouille et déroule son étui, sort ce qu'elle a préparé, pochoir de cuir, tampon, pinceau et ce bâton perforé qui servira à mélanger et à souffler les couleurs à cet endroit de la caverne. Elle dispose les ocres qu'elle a longuement préparés la veille et les petits galets de manganèse qu'elle a ramassés l'été dernier le long de la rivière. Cherche une pierre pour se faire un mortier, commence à broyer ses matériaux, à les gratter à la lame de silex pour en recueillir les poudres avec des gestes nets. Puis pour se faire une palette déballe d'un cuir un coquillage ou une écaille de tortue. Il dépose un peu de neige qu'elle va chercher dehors et qui fond aussitôt, verse sa couleur, incorpore, et puis un jeune homme apparaît à côté d'elle. L'amour silencieux court entre eux depuis longtemps déjà. Il vient peindre un cheval à crinière noire dont la course escortera le mouvement de la paroi, utilisera le relief de la roche. Ils se regardent. Alors, prise dans le faisceau du rétroprojecteur, filtrée à travers le calque lumineux de la photographie, tissée de sillons et de veines plus claires, intégrée dans les aplats de peinture, elle-même creusée de rivières souterraines, de galeries obscures et de chambres ornées, Paula s'est fondue dans l'image, préhistorique et pariétale. Le temps a disparu. Ce monde si loin était